y a quelques mois, qui a rendu un avis, comité d'éthique qui était co-présidé par Alain Claes, l'auteur de la loi, le co-auteur de la loi actuelle, et Régis Aubry, qui est chef d'un service de soins palliatifs, et qui, pour la première fois, exprimait la possibilité de l'ouverture à l'aide active à mourir selon des conditions définies, strictes, et ce qui était une nouveauté dans le débat sur le sujet. Et puis, il y a aussi une mission parlementaire qui a été engagée, que je présiderai, et qui vise à évaluer la loi dite Claes-Leonetti, c'est-à-dire la loi actuelle sur la fin de vie, donc avec mes 18 collègues parlementaires représentant les 10 groupes représentés à l'Assemblée nationale. Nous aurons à évaluer la loi actuelle, à dire quelles en sont les avancées, quels en sont les bienfaits, mais aussi les manques, les défaillances. Et tout cela contribuera, nous remettrons ce rapport à la fin du mois de mars. La Convention citoyenne aura aussi à remettre son avis à la fin du mois de mars, et peut-être ensuite, à l'issue de toutes ces réflexions, nous aurons peut-être, en tout cas à titre personnel, je l'espère, un texte de loi débattu au Parlement. Alors ce débat, vous le savez, il recoupe bien des domaines. C'est un débat évidemment éminemment philosophique, et j'allais dire éminemment républicain, parce qu'il interroge chaque jour nos 3 valeurs fondamentales: la liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté, en l'occurrence, la liberté de disposer ou pas de sa mort. L'égalité dans notre pays, entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir mourir à l'étranger quand ils souhaitent partir par une aide active à mourir. Et puis la fraternité, parce que c'est l'enjeu évidemment de l'accompagnement de la fin de vie, c'est de faire en sorte que l'on puisse humaniser les agonies. Alors à partir de là, un grand débat s'ouvre aujourd'hui, et il n'est pas simplement que philosophique, et il n'est pas simplement que médical. Évidemment qu'il est philosophique, évidemment qu'il est médical, mais je trouve que dans ce débat aujourd'hui, il y a probablement 2 aspects qui manquent, et que j'essaierai d'introduire dans notre réflexion dans le cadre de la mission parlementaire, et qui sont apparus, j'allais dire, sur la scène publique, grâce à 2 livres formidables que je vous incite vraiment à lire, et ça a été l'origine de mon souhait d'organiser cette conférence. C'est parce que j'ai été amené à lire 2 ouvrages qui viennent de paraître. L'un qui s'appelle L'Ultime Demande, qui a été écrit par Martine Lombard, ici présente, et l'autre livre, c'est À vous, je peux le dire, qui a été écrit par Elsa Walter. Et ces 2 livres qui sont totalement différents, qui parlent du même sujet, mais sous des angles très différents, se complètent remarquablement et regardent le sujet de la fin de vie sur 2 aspects qui sont souvent oubliés. D'abord sur l'aspect juridique, parce que donner un droit, c'est aussi effectivement pouvoir l'inscrire dans une norme, dans des textes juridiques qui sont évidemment majeurs, et ça suppose d'analyser la loi actuelle et de regarder ce qui se passe à l'étranger. Et Martine Lombard l'a fait de façon remarquable. Dû sa modestie en souffrir, Martine Lombard, c'est une des grandes juristes françaises, professeure émérite en droit à l'université Paris-Panthéon-Assas. C'est une pointure du droit, vraiment. Et je suis très honoré qu'elle ait accepté de venir nous parler de ce sujet sur lequel elle a travaillé. Et puis, Elsa Walter, elle a abordé un autre sujet, moi qui me préoccupe beaucoup dans la mission que je vais avoir à mener, c'est de faire en sorte que dans ce débat et dans cette évaluation de la loi, on puisse entendre finalement ceux pour qui nous œuvrons, tous, d'abord et en premier lieu, c'est-à-dire les malades, leurs familles, et il faut entendre la parole des malades. Et moi je dis souvent, nous sommes dans une république où, pardonnez-moi l'expression si elle est peut-être un peu brutale, mais un mourant reste un citoyen.
un mourant ne devient pas un enfant. Un mourant, c'est un citoyen adulte jusqu'à son dernier souffle. Et donc un citoyen, il doit être entendu et ne doit pas subir je ne sais quel paternalisme, quelque puissance supérieure qui dirait au malade ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit penser. Et Elsa Walter, qui est journaliste, mais qui est aussi bénévole, accompagnatrice de malades en fin de vie, a pris le temps, avec l'empathie qui est la sienne, le sens de l'écoute, pour parler à ces mourants. Et le titre est révélateur de son livre, « À vous, je peux le dire », parce qu'effectivement, il y a des malades qui ne peuvent pas dire un certain nombre de choses, soit à leur famille, parce que ce serait trop dur à entendre, soit aux médecins, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne seront pas forcément toujours entendus dans ces demandes qui peuvent parfois être contraires à ce que l'on a envie d'entendre, c'est-à-dire le souhait d'en finir définitivement. Voilà les deux aspects que je voulais aborder ce soir. Je ne serai pas plus long. Je veux simplement aussi, et je lui donnerai la parole avant que l'on ait un moment d'échange et de questions, et je veux remercier Pascal Lemignan qui est ici présent. Pascal a eu l'occasion déjà de s'exprimer dans différents médias. Son conjoint Guy et lui-même ont rencontré Emmanuel Macron à Fouras pendant la campagne présidentielle. Guy était atteint d'une maladie neurodégénérative et il exprimait son souhait de pouvoir partir comme il l'entendait. La loi française ne le permettant pas, vous avez décidé, Guy a décidé, mais il l'exprimera beaucoup mieux que moi, de partir en Belgique. Et avant de partir en Belgique, vous avez rencontré Emmanuel Macron, vous l'avez interpellé, et Pascal nous racontera ce qui s'est passé et pourra témoigner justement, comme je le souhaite, voilà, de la réalité de la fin de vie, parce qu'il y a la théorie et puis il y a aussi le concret. Voilà, donc je vais donner la parole à nos deux intervenantes qui, en fait, moi maintenant je suis en mode maître des horloges, puisque vous ferez ça un peu sous forme de dialogue. En tout cas, je vais vous dire mon plaisir de vous accueillir et de pouvoir vous entendre ce soir. Merci à vous deux. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà un grand merci à Olivier Palorny, effectivement, d'avoir eu cette belle idée de nous réunir ce soir avec Martine Lombard. Pour nous aussi, je crois que ça a beaucoup de sens parce que, évidemment, c'est mutuellement lu et on a vu beaucoup de complémentarité dans nos travaux. Et je partage totalement l'idée qu'a énoncée Olivier Falorni sur le fait que je crois que dans ce débat, il nous faut écouter d'autres personnes aussi que ceux qu'on entend beaucoup, et notamment les premiers concernés. Alors, donc, la question qui nous est adressée ce soir, la loi française doit-elle évoluer sur la fin de vie ? On se propose avec Martine Lombard d'y répondre en deux temps. Donc, moi, je vais essayer de répondre à pourquoi il faudrait que la loi française évolue. Et puis, Martine, ensuite, répondra à la question du comment. Alors, pourquoi la loi française doit évoluer ? Déjà, je pense que pour répondre à cette question, il faut se demander comment y répondre. Donc, comment y répondre ? Vous l'aurez compris, moi je pense que ce qu'il nous faut vraiment, c'est écouter les premiers concernés, qui sont les personnes en fin de vie et gravement malades. Et ça va avoir un effet bénéfique, je pense, sur le débat, puisque ça va nous faire peut-être sortir des théories et des idéologies qui animent quand même une grande part du débat médiatique actuellement. Je crois que donc les personnes en fin de vie, il nous faut les écouter, et les écouter avec une certaine humilité, en se disant qu'ils sont à un endroit où nous ne sommes pas, et qu'il nous est impossible de connaître vraiment tant que nous n'y sommes pas. Voilà, donc je pense qu'en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est ma première boussole de les écouter.
Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu faire en devenant bénévole à l'hôpital. Alors, je vais peut-être vous dire un mot sur pourquoi je suis devenue bénévole, parce que c'est une question qui m'est souvent adressée. J'ai eu envie d'aller écouter des personnes en fin de vie parce que j'avais constaté à travers mes expériences personnelles qu'il y a un tabou autour de la fin de vie, de la maladie grave et du deuil, qui fait que les personnes qui y sont confrontées, eh bien souvent, elles voient leur entourage qui s'éloigne parce que le sujet fait peur. Quand on est en deuil, nombre d'entre nous, évidemment, l'ont vécu. Voilà, il y a des deuils qui sont difficiles et qui font que les gens s'éloignent par peur. De même, les patients à l'hôpital qui sont atteints de cancer, parce que je le dirai après, je suis en service d'oncologie, ils remarquent que quand ils annoncent qu'ils ont un cancer, eh bien, les réactions parfois sont des réactions où les personnes ne savent même pas comment réagir et en fait elles ont peur. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'avais constaté et je crois que ça m'a donné envie d'aller au contact de ces personnes-là justement pour les regarder et pour les écouter. Et puis, il y a aussi des questionnements plus intimes, plus personnels, qui m'ont toujours animée et auxquels je crois que j'avais besoin d'apporter des réponses. À quoi est-ce qu'on pense quand on sait qu'on va mourir? Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit à cet endroit-là? Voilà. Et donc, je suis allée les voir et je me suis confrontée à mon jeune âge, on me le fait souvent remarquer, j'ai 33 ans, je me suis confrontée à ma propre finitude et je continue à le faire. Voilà, je suis toujours bénévole. Donc, je vous disais, je suis bénévole dans un service d'oncologie. Et ça, c'est important de comprendre pourquoi je dis ça par rapport à ce que je vais dire ensuite. L'oncologie, donc, c'est le service où on soigne les cancers. Et donc, l'objectif est toujours de guérir. Et en fait, dans ces services-là, malheureusement, vous le savez, on meurt beaucoup. Il faut savoir qu'en France, 80% des décès qui ont lieu à l'hôpital ont lieu dans des services qui ne sont pas des services de soins palliatifs. Donc on parle beaucoup dans le débat actuel des services de soins palliatifs, mais il faut savoir que la majorité des décès, elles ont lieu, par exemple, pas que évidemment, mais par exemple, dans des services d'oncologie. Dans celui dans lequel je suis, il y a plusieurs décès toutes les semaines. Et en fait, ça fait partie de la vie du service et en même temps, il y a un grand tabou que je constate et que je vais pouvoir vous expliquer dans les témoignages que je vais vous relater. Il y a un grand tabou autour de la fin de vie, alors même qu'on est dans l'endroit où on meurt. Alors, justement, ce que j'ai constaté à l'hôpital sur le sujet de l'aide active à mourir, déjà, première chose, c'est que il n'y a pas beaucoup de patients qui m'en parlent. De cette question précise de l'aide active à mourir. Je ne suis pas sûre non plus qu'il y ait même beaucoup de patients qui connaissent ce terme et ce sujet. Il y en a quand même, je vais vous en parler. En revanche, ce que vraiment beaucoup de patients me confient, c'est la peur de la souffrance, qui est souvent plus forte que la peur de la mort. J'entends souvent, moi j'ai plus peur de souffrir que de mourir. La peur aussi de la perte d'autonomie, qui est une peur qui est assez largement partagée, et donc qui renvoie à l'idée de dignité, de sa propre dignité, la manière dont on apprécie sa dignité. Et puis, il y a aussi des patients qui me confient leurs angoisses très concrètes, par exemple sur le procédé de la sédation profonde et continue. Alors, sans plus attendre, je vais rentrer dans les exemples. J'ai choisi deux témoignages dont je vais vous parler brièvement. Le premier, c'est celui d'un homme que j'ai rencontré au début de son cancer du pancréas. Il avait la cinquantaine et c'était quelqu'un qui souhaitait réellement être acteur de sa maladie. Il souhaitait comprendre ce qui lui arrivait, il souhaitait avoir des explications médicales. Par exemple, je me souviens qu'il m'a dit, moi j'ai demandé au docteur à quoi ça ressemble un pancréas. Voilà. Et donc, effectivement, c'est important de noter qu'il y a des patients qui sont quelque part dans une demande un peu acharnée d'explications.
parce que souvent, et j'y reviendrai tout à l'heure, ils ne comprennent pas en fait ce qu'on leur dit. Et donc, cet homme-là, il m'a dit qu'il craignait bien plus la perte d'autonomie que la mort. C'est quelqu'un qui avait eu, qui avait eu une vie assez haute en couleurs et qui avait une personnalité assez forte. Et il m'avait dit notamment qu'il tenait à conserver son droit à pisser tout seul. Voilà, donc pour lui, c'était la limite à ce moment-là qu'il m'a exprimé de sa propre dignité. Il m'avait dit que s'il arrivait à un certain stade de dégradation, je le cite, « Comme on n'a pas la chance de vivre dans un pays où l'euthanasie ou le suicide assisté est autorisé, pour être cru, je sais sauter par la fenêtre s'il le faut. » Ce qu'il dit là, en fait, ça fait écho à une réalité qui est assez méconnue, qui est celle des suicides en établissement de santé et dans les hôpitaux. On n'en parle pas, et pourtant, il y en a 3 fois plus que des suicides en prison, qui sont un petit peu plus médiatisés. Voilà, donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont obligées d'avoir recours à des procédés violents pour se donner la mort, parce qu'ils sont malades et qu'ils ne supportent plus des souffrances qui sont réfractaires à tout traitement, et que, quelque part, ils sont obligés de faire le geste eux-mêmes de manière violente parce que la société ne les aide pas. Donc je crois que là, effectivement, ça soulève vraiment la question de la solidarité. Patrice m'a dit également, il se savait condamné à horizon, il l'avait exprimé lui-même, quelques mois ou quelques années, et il m'avait dit, bon ben, je me sais contraint de vivre une sédation profonde et continue dans un futur pas si lointain, et je me pose ce genre de questions. Serais-je vraiment complètement inconscient? Qui peut affirmer avec certitude que je ne souffrirai pas? Et ces questions, je crois qu'en fait, elles touchent au cœur de la question qui nous est posée ce soir. Et surtout, elles nous poussent à sortir de la théorie et des idéologies pour envisager les choses sur le plan pratique et se poser la question, quelle différence y a-t-il entre une sédation profonde et continue jusqu'au décès et une aide active à mourir? Alors, pour le patient, eh ben, l'exemple de cet homme le montre, c'est-à-dire que pour lui, la différence, c'est qu'il a cette angoisse de cette sédation dont on ne peut pas affirmer avec une certitude complète qu'il n'y aura pas une forme de perception qui subsistera chez la personne qui sera sédatée jusqu'à son décès. Et ça, c'est une source d'angoisse chez les patients que j'ai entendue chez lui, mais pas que chez lui. Voilà. Donc je crois que pour le patient, il y a une vraie différence. Pour le médecin, quelle différence y a-t-il? La finalité est la même. La personne, in fine, va mourir. La différence apparaît donc être d'ordre idéologique. Voilà. Et donc ça me pousse à me tourner vers Martine pour vous demander, Martine Lombard, au niveau juridique, quelle différence y a-t-il entre sédation profonde et continue et aide active à mourir? Ce que vous venez de dire est très très important en fait. La différence est idéologique pour le médecin et elle est malheureusement très pratique pour le malade. Idéologique pour le médecin en ce sens que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, par définition, va aboutir au décès. Et donc en fait, d'ailleurs des médecins avaient protesté au moment où la loi 13 qui a été adoptée en disant mais c'est très proche d'une euthanasie. Il arrive d'ailleurs que le patient dise au revoir, fasse un dernier repas, éventuellement s'il a encore la force de manger, avec sa famille pour dire au revoir. Et donc les médecins sont dans ce cas-là très gênés parce que eux, en tout cas certains, voudraient dire mais non, ce n'est pas nous qui faisons en sorte que le malade décède, la mort va être naturelle, nous laissons mourir, nous ne faisons pas mourir. Au nom de cette distinction dont le Conseil d'État, c'est la plus haute instance juridique en France, dit qu'elle est fictive, entre laisser mourir et faire mourir, en l'occurrence dans la loi Claes-Leonetti. Au nom de cette distinction, eh bien, éventuellement, le malade va avoir une agonie très longue, très pénible pour sa famille qui le voit se désagréger petit à petit. Et le Conseil d'État, toujours, parlait d'agonie d'une longueur déraisonnable. Et lui, qui est toujours si réservé dans l'expression, a dénoncé l'absurdité
d'une situation dans laquelle le mourant n'en finit pas de mourir. Ça, c'est vraiment voilà, l'analyse juridique de la loi. Et le Conseil d'État allait même plus loin en disant que dans ce cas-là, la volonté du patient est claire, elle est de mourir. Et qu'il serait même, disait-il, contraire, probablement contraire à l'éthique médicale, que le médecin ne partage pas la volonté du patient. Et qu'il serait donc normal qu'il mette plus de produits pour que l'agonie aille plus vite. Voilà l'analyse juridique de cette loi Claeys-Leonetti. Merci Martine. Oui, donc en effet, la question de la sédation profonde et continue, elle apparaît dans plusieurs paroles de patients, et ça m'amène à vous parler du cas d'un autre patient qui avait aussi exprimé, il m'avait dit, mais est-ce que je suis sûre que j'entendrai pas les conversations autour de moi? Et ce patient, il était adhérent à l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Et parce qu'il avait peur de cette sédation, il s'était renseigné pour partir en Suisse. Il s'était renseigné, il avait appris que ça lui coûterait environ 10 000 € d'aller en Suisse. Il m'avait dit heureusement que j'ai pas trop d'argent, parce que moi, je veux mourir dans de bonnes conditions et j'ai pas envie que 2 policiers, après mon décès, viennent visionner la vidéo de mon décès. Alors, là, ce que ce patient soulève, c'est 2 choses. D'une part, c'est l'inégalité financière qui découle du fait de pouvoir partir en Suisse. Au-delà de l'inégalité financière, c'est aussi l'inégalité d'état physique, parce que encore faut-il pouvoir voyager, pouvoir être encore transportable. Et puis, c'est également la complexité de la mise en œuvre de l'aide active à mourir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut contrôler le respect d'un cadre éthique strict qui est nécessaire, tout en évitant que des procédures trop lourdes empêchent aux personnes de vivre cet instant sereinement. Alors là, justement, Martine, je me retourne vers vous, parce que sur cette question de la mise en œuvre, vous avez dans votre livre un chapitre qui s'appelle « L'exil pour mourir », dans lequel vous parlez de ce parcours. Oui, je dirais, en résumant en 3 termes, mais je les développerai chacun, c'est une démarche quasiment contradictoire, ce qui explique qu'il n'y en a pas beaucoup, très coûteuse et parfois glauque. Je vais m'expliquer. Quasiment contradictoire, vous venez de le dire, Elsa. Il faut, pour pouvoir aller en Suisse, mourir, il faut être à la fois très malade pour avoir un dossier médical qui convainque les médecins suisses de vous aider à mourir. Donc il faut vraiment avoir une maladie incurable et des souffrances très fortes. Mais il faut en même temps avoir la force physique de se rendre en Suisse. Il faut être encore transportable. Et non seulement d'y être, mais d'y résider aussi quelques jours, parce que en Suisse, donc, vous devez bénéficier de 2 consultations médicales pour bien vérifier que vous remplissez toutes ces conditions pour être aidé à mourir. Donc c'est déjà une démarche un peu contradictoire. Et, bon. Ensuite, c'est très coûteux d'aller en Suisse. Et je n'en veux absolument rien à nos amis suisses. Mais les frais de base, déjà, c'est donc 8 500 € pour les frais simplement de consultation. Après, les frais, on fait venir effectivement un médecin légiste, un officier de police qui vient constater dans quelles conditions vous êtes mort. Et puis après, les frais de crémation du corps et les frais de rapatriement des cendres. Donc 8 500 €. Ensuite, vous y ajoutez, si la personne veut mourir toute seule, ce qui est quand même rare, les frais de transport pour aller ensuite. Ensuite, vous y ajoutez les frais de séjour en Suisse, puisqu'il faut quand même passer quelques jours en Suisse. Et puis, si vous voulez être un peu entouré, eh bien, il y a aussi les frais des transports des autres et les frais de séjour des autres. Et donc, quand même, c'est un vrai budget que de se rendre en Suisse pour mourir. Et enfin, c'est un peu glauque, il faut le reconnaître. Et là encore, je n'en veux absolument pas aux Suisses. Ils font du mieux possible pour accueillir des étrangers, mais c'est tout autre chose que de mourir chez soi, entouré des siens, ou d'aller dans un appartement donc, qui est loué par une association, il y en a plusieurs en Suisse,
qui va être, si possible, un peu loin des bâtiments d'habitation pour ne pas gêner les voisins, donc souvent près d'un parking ou dans une zone industrielle. Bon, c'est très sobre. Il faut vraiment souffrir énormément pour vouloir mourir dans ces conditions. Voilà, c'est ce que j'ai voulu décrire dans ce chapitre assez précis. Merci Martine. Alors voilà, ce que ces témoignages nous disent, je crois que c'est qu'avoir un cadre légal pour accueillir ces demandes d'aide à mourir, c'est permettre aux patients d'exprimer ces demandes sans tabou et sans culpabilité de les exprimer. Et c'est aussi reconnaître que leur demande est légitime et qu'elle mérite d'être étudiée et entendue et qu'on y apporte une réponse. Et qu'une demande ne soit parfois pas maintenue jusqu'au bout, c'est le cas, on le constate, les personnes évoluent dans leur maladie et peuvent changer d'avis comme nous tous. Que cette demande ne soit pas maintenue jusqu'au bout, je crois que ça n'enlève rien à sa légitimité. Il faut l'entendre au moment où elle est exprimée. Et chacun a le droit de changer d'avis sans risquer d'être discrédité ou infantilisé, ce qui est effectivement malheureusement souvent le cas à l'hôpital. Écouter la parole des patients, c'est leur permettre de devenir réellement acteurs de leur fin de vie. Et c'est là où je pensais au premier exemple de la première personne dont je vous ai parlé. Parce qu'aujourd'hui, ils sont soumis à des décisions médicales que souvent ils ne comprennent pas, voire même qu'on ne leur explique pas. Et je crois que leur offrir un cadre de soins qui leur laisse le plus de liberté possible, dans ce moment où déjà ils sont privés de leur première liberté, d'aller et venir, etc., je crois que ça fait partie de l'accompagnement à la fin de vie. Et je crois aussi que ça devrait faire partie de la culture palliative. Et Martine, dans votre livre, vous expliquez très bien que la culture palliative en France, elle est née au sein de structures religieuses et que donc elle s'est construite en opposition avec l'aide active à mourir. Et moi, je peux vous dire aussi que c'est quelque chose que je constate également dans le tissu associatif de bénévolat d'accompagnement qui, dans sa grande majorité, est sur une ligne idéologique qui considère que la mort est un processus naturel et doit le rester. Quand on sait ce que c'est qu'une sédation profonde et continue et comment ça se passe, on peut déjà se questionner, je crois, sur cette expression de mort naturelle. Voilà. Et donc, effectivement, ces associations, elles ont un cadre éthique auquel, en tant que bénévole, on nous demande d'adhérer. Voilà. Et en fait, cette opposition entre aide à mourir et soins palliatifs, elle revient souvent à opposer aide à mourir et aide à vivre. Parfois, on entend notamment des médecins dans le débat public nous dire mais moi, les patients me demandent plutôt de les aider à vivre et non pas à mourir. Et ben moi, je me demande en fait si c'est pas un peu la même chose finalement d'aider à mourir et d'aider à vivre. Je m'explique. Aider à mourir, quelque part, c'est aider à vivre dans le sens où peut-être que quand la personne exprime une demande d'aide à mourir, elle considère que sa vie, c'est plus vraiment une vie, c'est de la survie. Voilà, donc finalement, on l'aide à vivre une vraie vie et non pas une survie. Et aider à vivre, est-ce que c'est pas aussi un peu aider à mourir dans le sens où, et notamment dans la culture palliative, finalement, on fait un chemin de fin de vie, on apprend aussi à mourir. Donc je crois qu'en aidant à vivre, on aide aussi à mourir. Voilà, mais tout ça, effectivement, toute cette question du choix, pour pouvoir choisir, le préalable, déjà, c'est d'être bien informé. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'information du médecin, par exemple, sur les directives anticipées. Et moi, ce que je constate à l'hôpital, c'est que la majorité des patients, ils n'en connaissent pas l'existence. Voilà. Donc ça, je crois que c'est une question aussi qu'on peut se poser sur le plan éthique. Est-ce que c'est juste de laisser la charge de se renseigner à des patients qui sont dans un état de fatigue extrême? Cet exemple des directives anticipées, il soulève la question plus générale du tabou de la mort.
auxquels l'hôpital n'échappe pas, et notamment, comme je vous disais, les services de soins curatifs qui ne sont pas acculturés à accompagner la fin de vie. Et ça, souvent, ça empêche de bien verbaliser la fin de vie, voire de la verbaliser tout court. Quelques exemples. Il peut y avoir, et souvent il y a, des annonces de fin de vie qui sont très tardives. Le patient, parfois, n'est plus conscient. Ou alors, son transfert dans un service de soins palliatifs n'est tout simplement plus envisageable parce qu'il n'est plus transportable. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement au bord de mourir que rien que de le tourner un petit peu, potentiellement, il décéderait. Donc, et c'est à ce moment-là, souvent, qu'on fait des annonces de fin de vie. C'est également l'emploi d'un vocabulaire médical jargonneux qui souvent laisse un flou pour le patient qui ne comprend pas et qui est dans une angoisse, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que de sentir qu'on vous cache quelque chose, et donc là l'imaginaire peut travailler, on peut se dire mais ça doit être vraiment très grave, et voilà, donc je pense que c'est vraiment une source d'angoisse. Les patients sont vraiment très nombreux à me confier leurs difficultés de communication avec les médecins, mais aussi avec leurs proches. Et parce que les proches, en fait, ils sont dans une telle douleur de la potentielle séparation que souvent, ils n'arrivent même pas à l'envisager et ils n'arrivent pas à entendre que la mort arrive. Souvent, ils continuent à demander aux médecins des traitements, alors que, clairement, on est dans une situation où il n'y a plus rien à faire. Parfois même contre l'avis du patient, mais c'est-à-dire la vie intime du patient, la vie que le patient ne va pas forcément oser exprimer à sa famille, parce que le patient, il est dans sa culpabilité de faire souffrir sa famille à cause de la maladie. Donc souvent, à moi, on me confie ces choses-là parce que je suis juste de passage, parce que je suis extérieure à leur monde. Donc eux me disent, moi, en fait, voilà, je préférerais arrêter, mais je peux pas. Je peux pas le dire parce que on compte sur moi, parce que aussi le patient il est mis dans cette posture de guerrier qui part en guerre contre sa maladie grave, ce qui évidemment est nécessaire dans le temps où il faut se soigner, mais quand il n'est plus question de se soigner, la bascule est souvent difficile à faire pour les familles et donc pour les patients aussi. Et ça les plonge dans une solitude qui est très particulière. C'est vraiment une solitude de personnes qui sont entourées, mais qui en fait ne sont pas comprises et ne sont pas écoutées. Et ça me fait penser à un vieux monsieur que j'avais accompagné et qui n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il avait de la colère en fait d'être encore en vie, ce monsieur, parce que vraiment il vivait un calvaire. Il était dans la gestion de ses poches, à stomie, etc. Et vraiment, c'était même douloureux de le voir être dans cette colère-là. Il avait confié à sa famille qu'il n'en pouvait plus, qu'il voulait mourir, et sa famille n'avait rien voulu savoir. Voilà, donc c'est pas du tout pour pointer du doigt l'attitude des proches de manière générale, parce qu'il faut les comprendre aussi, ils sont dans leur douleur, mais il y a des gros problèmes de communication parce qu'on n'arrive pas à verbaliser la fin de vie, parce qu'on n'arrive pas à passer de l'autre côté quand le temps de se soigner doit se transformer en un temps de se dire au revoir. Ça devient souvent vraiment très compliqué. Et puis aussi, il y a ce mot patient qui est très particulier. Moi, ce que je constate, c'est que souvent, l'identité s'efface. Comme je vous disais, finalement, l'avis du malade, il n'ose même plus le donner. Et patient, ça renvoie à passif. Et effectivement, je crois que c'est l'identité qui s'efface à cet endroit-là, qui est effacée en tout cas par ce système-là, qui tourne autour d'un tabou. Et je me souviens des paroles d'une patiente qui avait pas loin de 70 ans et qui était magistrate et qui avait eu une colère contre un médecin qui avait eu des propos qu'elle avait jugés très infantilisants, et elle lui avait dit mais il ne faut pas que vous oubliez que derrière la maladie il y a une personne. Voilà, donc pour conclure sur ces difficultés à verbaliser, il faut savoir que parfois c'est le patient lui-même qui, voulant protéger ses proches, ne veut pas leur révéler la gravité de son état.
Ça, c'est vraiment un cas aussi que j'entends fréquemment. Je me souviens même d'un homme qui avait réussi à cacher depuis 3 ans son cancer à sa mère. En tout cas, ces fins de vie, ce que je constate, c'est qu'elles sont entourées de silence et que souvent, même je dois dire dans la plupart des cas, ce sont les fins de vie qui sont les plus difficiles à vivre, non seulement pour le patient, mais aussi pour ses proches et aussi pour les soignants qui me le confient. Je n'aurai pas le temps de développer aussi les sentiments et ce que me confient les soignants, mais c'est aussi très intéressant parce qu'eux aussi sont dans une forme de souffrance liée à cette non-verbalisation. Voilà, donc pour répondre à la question qui nous est posée, je crois que dans la future loi, bien sûr, il nous faudra déjà évidemment étendre les soins palliatifs, évidemment, renforcer la culture d'accompagnement à la fin de vie et l'étendre à tous les services de soins, puisque on le voit, il y a des services qui sont confrontés à la fin de vie et qui ne sont pas outillés, et puis également former tous les soignants à la question de la fin de vie. Les soignants nous disent parfois, en fait, je ne fais pas parce que je ne sais pas faire par rapport à cette question de la fin de vie. Mais au-delà de la loi, ce que tout cela montre, je crois, c'est qu'il est urgent qu'on réapprivoise collectivement notre finitude. Il est urgent que chacun d'entre nous y réfléchisse. Et en fait, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que moi, ces paroles de patients, elles m'ont évidemment traversé d'une manière qui a fait que j'ai réfléchi à ma propre finitude et je me suis dit que c'était peut-être, ces paroles-là, un outil qui pouvait être mis à la disposition de tous. Et je pense que également, il est urgent de prendre la mesure de l'exclusion sociale que subissent ces mourants, parce que dans ces hôpitaux, finalement, ils ne sont en contact qu'avec leurs familles et les soignants. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu aller à leur chevet. C'est aussi pour leur montrer que la société est là, que la société civile est là encore dans ce temps de fin de vie où ils vivent des choses essentielles, parce que c'est un moment où, évidemment, on se retourne sur sa vie, on dit des choses très importantes à ses proches, etc. C'est un moment de vie aussi. Quel que soit le moment où on souhaite l'arrêter parce que ça devient trop difficile, en tout cas, jusqu'au bout, il faut que ça puisse rester un vrai moment de vie. Et donc, je pense qu'il est important aussi, peut-être dans la future loi, de travailler sur l'exclusion sociale, qui est celle des mourants aujourd'hui. Et enfin, je terminerai sur ça, je pense que donc, il nous faut oser les regarder et les écouter. Alors, je vous remercie. Ce que vous venez de dire, Elsa, c'est aussi ce que ne cesse de répéter Olivier Falorni, c'est que le malade, même très malade, le mourant, reste un citoyen. Et un citoyen qui doit continuer à bénéficier de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, solidarité. Pour qu'il ait une liberté de choix, il faut que l'aide à mourir, qui aujourd'hui est une infraction pénale et même qui est un crime, c'est un meurtre, ne soit plus considéré dans certains cas comme un meurtre. Il faut donc nécessairement une loi. Et pour cette loi, eh bien, il faut vraiment, je crois, s'appuyer sur une comparaison entre ce que font les différents pays qui ont adopté des lois en ce sens. Et ça m'a paru très, très important à faire. Et donc, comme juriste, je me suis attelée à ce travail qui consiste à bien examiner les différentes législations. Donc, il y en a 6 en Europe, plus 2 pays dans lesquels les cours constitutionnels ont dit que les citoyens devaient bénéficier d'une liberté de choix, donc ça fait 8 déjà, plus 10 États américains, des États-Unis d'Amérique, plus le Canada, plus les 6 États fédérés d'Australie, plus la Nouvelle-Zélande, voilà, dans la zone Europe surtout, dans la zone Amérique, dans la zone Pacifique, de telles lois sont adoptées. Mais il y a des lois très différentes en fait. Et il faut faire au moins 2 grandes distinctions. La première, entre suicide assisté, euthanasie. Que disent ces lois à propos du suicide assisté et de l'euthanasie? Alors, rappelons d'abord
les choses clairement. Donc le suicide assisté, c'est le cas où un malade peut bénéficier d'un produit létal, d'une potion létale, mais il va se l'administrer lui-même. L'euthanasie, c'est le cas où soit qu'il ne soit plus capable de le faire, soit qu'il préfère être assisté par un médecin. Le médecin va injecter la substance létale au malade, après d'ailleurs lui avoir toujours posé une dernière question: est-ce vraiment cela que vous demandez? Car l'euthanasie n'est jamais contrainte. Mais il y a un problème avec le mot euthanasie, qui est dû à une ambiguïté terminologique sur laquelle jouent parfois les gens qui veulent discréditer l'aide à mourir. L'euthanasie a été pratiquée à grande échelle par les nazis. Nous savons. 70 000, plus de 70 000 malades incurables, handicapés, ou ce qu'ils appelaient aliénés, ont été exterminés entre 1939 et 1941 dans la préfiguration des futures chambres à gaz qui ont servi pour les Juifs. L'euthanasie a un passé redoutable. Et je remarque que quand on veut me discréditer, parfois dans la presse, on dit oui, X qui est partisan de l'euthanasie. Bon, on ne me dit pas directement que je suis nazi, mais parfois, j'ai bien compris, même on vous qualifie comme ça. Soyons sérieux. Regardons ce qui se passe donc dans les lois autour de nous. La plupart des pays, la grande majorité des pays, ont choisi un système dans lequel sont autorisés tant le suicide assisté que l'euthanasie, c'est-à-dire, pour être plus concret, soit l'auto-administration du produit létal par le malade, soit l'administration du produit létal par un médecin, car c'est ça la vraie distinction. Et la plupart de ces pays, d'ailleurs, n'utilisent pas les mots suicide assisté et euthanasie, ils utilisent les mots aide active à mourir. Il n'y a que la Belgique qui a une loi relative à l'euthanasie. Elle a parlé vraiment franco. Il est possible d'ailleurs que le nombre de fois où la Belgique est diffamée peut tenir à ce mot. Les Pays-Bas ont une loi sur l'interruption de vie sur demande du malade, sur demande, et l'aide au suicide assisté. L'Espagne a une législation sur la prestation d'aide à mourir. Le Canada intitule sa loi sur l'aide médicale à mourir. En Australie, en Nouvelle-Zélande, on parle d'assisted dying. Et sous ce nom, on autorise les deux. Alors, quels sont les pays qui n'autorisent que le suicide assisté? Encore une fois, tous les pays qui autorisent l'euthanasie autorisent aussi le suicide assisté. C'est au libre choix du malade, soit de prendre lui-même la potion létale, soit de demander au médecin de lui injecter. Et évidemment, toujours, je le répète, le médecin, jusqu'au dernier moment, lui demandera si telle est bien sa volonté. Alors, quels sont les pays où on n'autorise que le suicide assisté? Il y a la Suisse, pour des raisons historiques. En fait, la Suisse n'a pas de vraie législation sur l'aide à mourir. Elle a un code pénal qui a été modifié en 1942 et qui, peut-être d'ailleurs compte tenu des circonstances de l'époque, dit que l'euthanasie est interdite, mais que le suicide assisté est censé donc aider au suicide, si ce n'est pas pour un motif égoïste, n'est pas sanctionnable. Il y a l'Autriche, selon une loi récente, l'Autriche, c'est un cas un peu particulier, j'aurai peut-être encore l'occasion d'en parler plus. C'est un pays où la Cour constitutionnelle autrichienne a dit qu'il fallait dépénaliser l'aide à mourir, mais clairement, le Parlement autrichien a tout fait pour le rendre le plus restreint possible, et donc n'a autorisé que le suicide assisté. Et puis, il y a les États fédérés américains, et notamment, on parle beaucoup en ce moment de l'État de l'Oregon, dont il arrive que certains médecins actuellement disent « bon, on ne va sans doute pas échapper à une loi sur l'aide à mourir, mais inspirons-nous donc de l'État de l'Oregon, aux États-Unis. » Comment ça se passe dans cet État? Il doit y avoir d'abord deux médecins qui se mettent d'accord sur l'état du malade qui est atteint d'une maladie incurable,
qui subit des souffrances terribles. Et après avoir constaté que telle était sa demande, on lui prescrit une potion létale. Lui, ou plutôt quelqu'un d'autre en son nom, va la chercher à la pharmacie. Et ensuite, il a cette potion létale chez lui. Et il n'est pas aidé du tout pour absorber cette potion létale. Là, les médecins ont disparu. Dans la loi américaine, je dirais que c'est très américain, c'est un pays où on peut avoir des armes chez soi, et bien on peut aussi avoir du pentobarbital chez soi. Il n'y a que 12% des cas dans lesquels un médecin est à côté du malade au moment où il absorbe la produit létal. Et il le fait simplement par bonne volonté, il n'en a aucune obligation. Dans la moitié des cas, cette potion létale est absorbée par le malade sans aucune assistance. Il n'y a même pas un bénévole, une association humanitaire, les statistiques le montrent, dans la moitié des cas, ils font ça tout seuls. Avec le risque de la régurgiter, avec le risque d'en absorber la moitié et puis de ne pas y arriver jusqu'au bout, avec le risque de se retrouver beaucoup plus mal qu'il n'était au départ. Et alors, l'avantage qu'on trouve à ce système, c'est que du coup, beaucoup renoncent. Il y a un tiers des gens qui ont obtenu cette prescription et qui finalement n'absorbent pas le produit létal. J'avoue que je serais un peu pareil. J'hésiterais fortement avant, toute seule, d'absorber la potion létale sans aucune aide d'un professionnel à côté de moi. Alors, certains, oui, ils trouvent des avantages. Les médecins ne s'impliquent pas du tout, ils font juste l'ordonnance. Et puis du coup, il y en a beaucoup qui renoncent. Et donc, dans l'État d'Oregon, il y a moins de 0,8% de la population qui demande à en bénéficier, là où en Belgique, c'est 2,8%, là où au Canada, c'est près de 3%. Soit. Alors, quand on m'explique aussi que ça respecte mieux l'autonomie personnelle des malades, là, je dis non, parce que dans le cas où c'est un médecin qui injecte le produit, on lui demande jusqu'au dernier moment. Encore une fois, on demande au malade jusqu'au dernier moment si c'est bien cela qu'il veut. Donc, de ce point de vue-là, ça leur revient à peu près au même. Alors, je dois dire que si on s'oriente vers le suicide assisté, et seulement le suicide assisté pour la France, je voudrais quand même reproduire ici ce qu'a écrit le Comité consultatif national d'éthique dans son avis, ce dernier avis rendu public en septembre. Il a dit que cela posait quand même un gros problème éthique, que de n'autoriser l'aide à mourir que pour ceux qui sont suffisamment en forme pour pouvoir faire eux-mêmes le geste, pour absorber eux-mêmes la potion létale, et de l'interdire à ceux qui sont tellement malades, par exemple devenus tétraplégiques, qu'ils ne peuvent plus faire eux-mêmes ce geste. Donc plus on est malade, moins on peut se faire aider à mourir. Ça pose un problème éthique, il écrivait le CCM, Comité consultatif national d'éthique. Donc ça, c'est une première distinction importante entre les pays qui n'autorisent que le suicide assisté, RA, et les pays qui autorisent les deux, donc l'aide médicale à mourir avec ces deux branches. Il y a une deuxième distinction qui me paraît importante aussi de faire. Les législations qui n'autorisent l'aide à mourir que dans la phase terminale de la maladie. C'est-à-dire si le patient n'a plus qu'un pronostic vital engagé à 6 mois. Généralement, c'est 6 mois. Ou bien les pays qui autorisent l'aide à mourir si le patient est atteint d'une maladie invalidante qui lui fait perdre son autonomie, sa capacité relationnelle avec autrui, même si son pronostic vital n'est pas engagé à court ou moyen terme. Donc, quelqu'un qui, malheureusement, peut encore vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais en ne pouvant plus communiquer, en étant dans une totale perte d'autonomie. Je dirais sur ce point qu'il y a 2 modèles. Le modèle européen, où l'on aide le malade à mourir sans condition d'un pronostic vital engagé dans les 6 mois. Ça, c'est le modèle européen, fondé, je dirais, sur la solidarité. Et puis, il y a le modèle américain, le modèle des États-Unis d'Amérique, enfin des 10 États qui l'ont admis dans les États-Unis,
et puis qui a été imité par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec donc une condition de pronostic vital, enfin, d'une espérance de vie limitée à au plus 6 mois ou 12 mois en cas de maladie neurodégénérative. Personnellement, je préfère de loin le modèle européen fondé sur la solidarité au modèle américain. Et je dirais que l'État de l'Oregon, qui accumule les deux inconvénients, seul le suicide assisté est autorisé. Donc uniquement la prescription de la potion létale par le médecin. Qui en plus introduit une condition supplémentaire selon laquelle le pronostic vital doit être engagé dans les 6 mois, je ne dis pas que c'est un modèle. Vraiment. Je constate que certains médecins en France le préfèrent. J'espère que la Convention citoyenne va faire bouger les choses. Ou éventuellement le Parlement le jour venu. Voilà, je crois qu'il est important pour nous de bien connaître ces distinctions, car toute loi ne vaut pas une autre. Il y a, grosso modo, un modèle européen et un modèle plutôt américain, imité ailleurs. Je suis franchement pour le modèle européen. Alors, quant aux statistiques, et là j'interrogerai Elsa, je constate que, sauf l'État de l'Oregon, où ils sont juste moins de 0,8% à le demander, et puis dans les autres États fédérés américains, en fait, les demandes d'aide à mourir ne concernent qu'une minorité de la population, parce que, en fait, l'instinct vital est très fort chez l'être humain. Il faut vraiment beaucoup souffrir pour demander à être aidé à mourir. Et donc, les chiffres sont assez proches d'un État à l'autre. C'est 2,8% en Belgique, c'est 4% aux Pays-Bas, c'est 3% au Canada. Canada qui d'ailleurs est assez proche en fait, du modèle européen. Je n'en ai pas suffisamment parlé. Le Canada, lui, depuis une loi de 2021 qui a modifié une première loi de 2016, il est tout à fait proche du modèle européen. Ce n'est pas d'ailleurs un hasard si on compare les civilisations. Oui, il y a le Québec. Et à chaque fois d'ailleurs, c'est le Québec qui montre l'exemple. Ça commence par une loi adoptée au Québec et ensuite elle est généralisée à l'ensemble du Canada. Et alors je voulais demander à Elsa, dans son expérience, quel est aussi le pourcentage de personnes qui demandent absolument à être aidées à mourir de façon constante. Alors le pourcentage, moi je ne fais pas de statistiques sur... mais en tout cas, ils sont très peu nombreux. Et moi, ce que je remarque, hein, c'est que je dirais que c'est à peu près ça. C'est à peu près 3%, pas plus. Et donc, après, il y a en revanche beaucoup de patients qui parlent du fait que si leur vie devient uniquement souffrance, ils préféreraient qu'elle s'arrête, mais la verbalisation de l'aide active à mourir, c'est peut-être même moins de 3% dans ce que je constate. Et là, je voudrais dire deux choses à ce propos. D'abord, c'est que si vous savez que vous avez cette possibilité-là, alors vous pouvez davantage apprécier la vie. Vous pouvez être beaucoup plus serein. Je l'ai constaté chez des très proches qui on se sont rendu compte qu'ils pouvaient se rendre en Suisse, que c'était pas nécessairement très drôle, mais eh bien, ils ont vu la vie autrement à partir de là, tout autrement. La deuxième chose, c'est que même s'il n'y avait que 1% des Français qui demandent cette aide à mourir, il y a 600 000 décès par an en France. Ça voudrait dire 6 000 personnes qui, sans cette aide à mourir, seraient condamnées à des souffrances qui les torturent. Mais 6 000 personnes, ce n'est pas la poussière qu'on met sous un tapis. Et Régis Aubry, d'ailleurs, le disait récemment dans une interview à La Croix. Il disait, mais même si c'est rare, même si, à la limite, si ce n'était que quelques centaines, peut-on délibérément les laisser souffrir atrocement? Donc je crois que non. Et du coup, nous en venons à ce que doit être une loi en France. Alors, il se trouve que mon livre, donc, il a essayé d'être vraiment au fait de toute l'actualité. Donc, j'ai pu y intégrer l'avis du CCNE et j'ai pu, mais sur épreuve, y intégrer
un arrêt très important qu'a rendu la Cour européenne des droits de l'homme le 4 octobre dernier à propos d'une euthanasie intervenue en Belgique. Et le fils de la femme qui a été euthanasiée, le fils qui était brouillé avec sa mère depuis très très longtemps, qui manifestement lui en voulait beaucoup, quand il a appris que sa mère avait été euthanasiée, a fait un procès d'abord pénal au médecin, voilà, et ensuite a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour contester cette euthanasie. La Cour européenne des droits de l'homme a, à cette occasion, sur ce cas, donc c'était une femme qui souffrait de souffrances psychiatriques, pas somatiques, psychiatriques, qui souffrait d'une dépression chronique depuis 40 ans et qui avait encore une espérance de vie de plus de 6 mois. Enfin, elle n'était pas appelée à mourir à court terme. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le système belge était conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment qu'il assurait le respect du droit à la vie qui est consacré à l'article 2 de cette Convention. Alors, ça va vraiment très loin. Bon, la Cour européenne des droits de l'homme dit tout de même que pour assurer le respect du droit à la vie, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, par laquelle nous sommes liés, il faut une dépénalisation par la loi de l'aide à mourir, mais entourée de garanties adéquates et suffisantes. Et en l'occurrence, il regarde cas par cas si ces garanties adéquates et suffisantes ont été remplies. Alors, quelles sont ces conditions? Je crois qu'elles sont vraiment importantes à observer parce qu'on a intérêt à avoir une loi qui soit compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. Première condition, une situation médicale irrémédiable. Elle peut résulter d'un accident, d'ailleurs, dit la Cour européenne des droits de l'homme, en citant la loi belge. Mais une situation grave et irrémédiable. Une maladie grave et incurable. Elle peut être une maladie psychiatrique. La Cour européenne des droits de l'homme l'admet. C'était pas si évident. Simplement, dans ces cas-là, les conditions procédurales sont plus fortes encore. Il faut l'accord de 3 médecins. Alors, vous avez peut-être beaucoup entendu parler de cette jeune fille qui serait accusée d'avoir été euthanasiée alors qu'elle avait été traumatisée par un attentat à Bruxelles, dans l'aéroport de Bruxelles. Cette jeune fille, nous le savons, avait bénéficié de séjours dans des hôpitaux psychiatriques depuis son enfance. Cet attentat a eu lieu alors qu'elle avait 16 ans. Ça a réactivé ces phobies qu'elle avait depuis toujours. Et elle avait 23 ans au moment de son décès par euthanasie. Cela veut dire que 3 médecins, 3 psychiatres, ont considéré que ces souffrances, qui étaient des phobies, étaient effectivement irrémédiables. Alors, que l'on ne raconte pas qu'elle n'avait rien. Je n'ai pas le dossier médical de cette personne, je constate simplement que 3 psychiatres ont considéré qu'elle avait des souffrances irrémédiables. Or, ça ne veut pas dire que toutes les maladies psychiatriques pourront donner lieu à euthanasie, parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, il faut que le malade fasse une demande lucide. Or, dans certaines maladies psychiatriques, vous perdez le contact avec la réalité. Et dans ces cas-là, vous ne pourrez pas bénéficier d'une aide à mourir. Mais donc, première condition, une maladie grave et incurable. Une deuxième condition, des souffrances insupportables et irrémédiables. Insupportables, donc ça c'est au médecin de constater, et irrémédiables, mais aujourd'hui on dit dans la plupart des législations que c'est au patient, c'est au malade de dire si ces souffrances pourraient être atténuées d'une façon qui lui paraît acceptable. Je prends un exemple. Imaginons que vous ayez un cancer du larynx. On va vous retirer le larynx et mettre une prothèse à la place. Ça peut être vraiment terriblement pénible. Et donc, on peut considérer que cette souffrance n'est pas tolérable du point de vue du patient, parce que, certes, on peut l'atténuer, mais par un procédé qu'il n'accepte pas. Donc, des souffrances insupportables et irrémédiables. Et puis, troisième condition, profonde,
une demande qui doit être, une demande du malade, qui doit être lucide, informée, constante et libre. Lucide. Le malade doit avoir encore une capacité de discernement. Et dans certaines maladies psychiatriques, dans certaines maladies, malheureusement, il peut ne plus avoir de capacité de discernement. Ça veut dire par exemple que dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, à un certain moment, on ne pourra plus accepter qu'il bénéficie d'une aide à mourir parce qu'il n'a plus la capacité de discernement. Cette demande doit être libre, sans pression extérieure. Pour le vérifier, il doit y avoir plusieurs entretiens avec 2 médecins différents. Pas un seul entretien avec chaque médecin, plusieurs entretiens avec 2 médecins totalement indépendants l'un de l'autre. Et on me dit parfois, mais attention, le malade pourrait se voir convaincu par sa famille qui lui pèse trop lourd. Enfin, il est clair que si un malade vient voir un médecin pour lui dire « j'ai l'impression que je pèse trop à ma famille », mais ce n'est pas l'euthanasie qu'on va lui prescrire, c'est un antidépresseur. C'est une dépression. Elle n'est pas prise en compte dans ces cas-là. Donc, une demande réfléchie aussi. Tout médecin qui accueille un malade doit l'informer de façon très précise des soins palliatifs disponibles. Il doit même veiller à ce que ces soins palliatifs soient effectivement accessibles. En France, où on a beaucoup de progrès à faire pour que les soins palliatifs soient accessibles partout, eh bien, on peut constater qu'en Belgique, on a fait de très gros progrès en fait en matière de soins palliatifs. Ils sont effectivement accessibles partout. Bon, il est vrai pour une raison aussi territoriale. On a une densité humaine en France, enfin, un territoire beaucoup plus vaste que la Belgique. Bon. Mais donc, le malade doit faire une demande informée, après avoir été informé de ce que peuvent lui apporter les soins palliatifs. Et une demande constante. Alors, il peut arriver que, comme vous l'avez dit, un malade dise « je veux mourir, je veux en finir ». Puis après, il dit « non, finalement, non ». Il ne sera pas dans ce cas-là, il ne va pas bénéficier d'aide à mourir. Et en revanche, il peut à un moment dire « non, là, cette fois-ci c'est trop, cette fois-ci je veux mourir ». Et s'il le dit de façon constante à 2 médecins qui en sont convaincus, alors il pourra bénéficier de l'aide à mourir. Et je ne vais pas trop vous embêter avec les conditions procédurales, mais en plus il y a des conditions procédurales, c'est-à-dire le nombre de médecins qu'il faut consulter. Bon, par exemple, si le pronostic vital n'est pas engagé en termes prévisibles, ce ne sont pas 2 médecins, mais 3 médecins qu'il faudra consulter. Il y a aussi des conditions de délai. Parfois, ces délais sont très longs. Dans certains pays, ils sont très longs. Mais par exemple, en Autriche, où on a vraiment fait tout pour réduire les cas, on a dit que si le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, il faut attendre 12 semaines entre la première demande et la deuxième demande. En Australie, on a mis de telles conditions que, bon, lors de la première année d'application, et on n'a encore qu'une année d'application derrière nous, c'est dans l'État d'Alberta, puisque ça a été fait État par État, il y a eu 600 demandes d'aide à mourir. Sur ces 600, les délais étaient tellement longs que plus de 300 sont morts avant d'obtenir d'être aidés. Et enfin, troisième condition procédurale, il faut des contrôles qui peuvent être soit a priori, soit a posteriori. Et la Cour européenne des droits de l'homme a été d'accord pour qu'il y ait un contrôle seulement a posteriori, ce qui veut dire que l'aide à mourir pourra être délivrée sans trop de formalités préalables obligatoires. D'autres pays ont instauré un contrôle a priori. Mais la Cour européenne des droits de l'homme a stigmatisé une défaillance en Belgique, qui était donc dans un cas concret. L'euthanasie avait été, l'aide à mourir, l'injection, c'était un professeur de médecine qui l'avait faite. Et ce professeur de médecine était tellement réputé, en fait, qu'il co-présidait la commission de contrôle des euthanasies. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme a dit, rien ne prouve que, comme le disait pourtant ce professeur de médecine, rien ne prouve que vous êtes resté silencieux dans ce cas-là, et donc vous ne pouviez pas à la fois être celui qui a fait l'euthanasie et celui qui présidait la commission de contrôle. Donc vous devrez modifier votre
réglementation sur ce point pour éviter tout conflit d'intérêt éventuellement. On ne peut pas être jugé par ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce que doit comporter une loi. Et je suis très très heureuse de le faire en présence d'Olivier Falorni, sur lequel je compte tant. Pour qu'il y ait un jour une loi qui permette d'être aidé à mourir. Merci à vous, Martine et Elsa. Je voudrais donner la parole à Pascal, s'il le veut bien, pour nous apporter son témoignage. Merci. Merci, Monsieur Falorni, de pouvoir témoigner aujourd'hui. Donc, je suis Pascal Amillon, j'habite Foix, et mon compagnon est parti en Belgique pour se faire euthanasier. Donc, il a été diagnostiqué, je vais vous raconter rapidement comment ça s'est passé. Il a été diagnostiqué au niveau de la maladie de Charcot au mois de juin l'année dernière. Et il a été pratiquement autonome jusqu'à décembre-janvier. Et dès le départ, on avait une vie assez active, on voyageait beaucoup, une vie sociale très, très active. Et puis, pour lui, il a dit dès le départ qu'il savait, il connaissait les connaissances de la maladie, puisqu'on avait dans notre entourage quelqu'un qui avait déjà souffert de cette maladie-là. Il a dit dès le départ qu'il n'irait pas jusqu'au bout, qu'il ne supporterait pas d'avoir une sonde alimentaire, une aide respiratoire, et pour lui, de perdre un peu ce qu'on dit trivialement, de perdre sa dignité, mais c'est malheureusement le cas. Et donc il a dit dès le départ qu'il n'irait pas jusqu'au bout. Donc c'est resté dans l'état comme ça, parce que pendant 6 mois, il a pu profiter et de ses petits-enfants et de ses enfants. On a 6 enfants à nous deux fois 3, et 10 petits-enfants. Donc il a voulu profiter au maximum des mois où il était valide pour pouvoir profiter de la vie au maximum. Et donc au départ, on a eu plusieurs solutions. On est passé un petit peu par tous les stades. Il a écrit ses directives anticipées, ce qui voulait systématiquement que si jamais il y avait un accident quelconque, s'il n'y avait pas d'aide qui aurait été prévue, qu'on ne s'acharne pas sur son cas. Donc il a fait je vous invite tous à le faire, parce que franchement, c'est des choses qu'on oublie facilement, parce qu'on pense à ces choses-là que quand on est dans la maladie ou dans le malheur. Et donc je vous invite à le faire. On l'a déposé auprès du médecin, et après il y a même un organisme sur lequel on peut le déposer sur Internet. Et après, on s'est dit, on va passer par les soins palliatifs. On a la chance d'avoir les soins palliatifs en Charente-Maritime, ce qui n'est pas le cas quand même 17 ans après que la loi a été votée, sur qu'il y a pratiquement 25 ou 26 départements qui ne disposent pas de ce service-là. Donc c'est quand même malheureux qu'au bout de 17 ans, on arrive encore à 26 départements qui ne disposent pas de cette aide-là. Nous, on a la possibilité d'avoir cette aide-là. Sauf que pour une maladie neurodégénérative, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est que vous perdez petit à petit vos membres, les muscles s'atrophient, et donc vous perdez la mobilité, etc., tout en restant bien conscient, et en ne souffrant pas. Mais c'est petit à petit, à un niveau visible, c'est une paralysie totale et à la fin, une paralysie de l'appareil respiratoire, et pour que le cœur lâche au bout d'un moment, donc ça peut être très 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 long. Donc au niveau des soins palliatifs, ils nous ont dit que oui, qu'ils pourraient nous aider, ce qui m'a surpris un peu au départ, parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même, on parle beaucoup de la Belgique, on parle beaucoup de la Suisse, et puis on avait l'impression que c'était assez facile de passer par les soins palliatifs. Qu'on a un peu creusé la question en se demandant mais comment ça va se passer, et puis finalement on s'est aperçu qu'en effet c'est pas aider à mourir, mais c'est laisser mourir. Et laisser mourir, c'est-à-dire on n'hydrate plus, on ne donne plus à manger. Donc pour nous c'était une chose absolument inenvisageable, c'est-à-dire passer par une sédation profonde en espérant, et c'est vrai qu'on peut douter peut-être aussi, est-ce qu'on ne souffre pas ou pas, on n'est pas sûr, personne n'est revenu pour nous le dire. Et en se disant, mais au bout de combien de temps Guy était quelqu'un de très actif, très musculairement, avec un cœur qui n'avait jamais de problème, il n'avait jamais de problème de santé précédemment. Donc on s'est dit, mais ça va durer des jours et des semaines. Donc ce qui pour nous semblait très cruel, je pense que le mot est presque cruel, le voir se dépérir, ne pas savoir quand est-ce qu'il allait partir. Et puis,
même si les enfants auraient pu être là, on est éparpillés géographiquement, ne pas être là au moment où ils partaient. Et pour Guy, c'était une condition qui n'était pas du tout envisageable. Et en plus, la loi telle qu'elle permet au niveau des soins palliatifs, c'est qu'il fallait être pratiquement dans une phase agonique. Alors, une phase agonique pour une maladie de Charcot et pour les maladies neurodégénératives, c'est un trou dans la raquette que les soins palliatifs n'ont pas du tout prévu. Donc ça voulait dire qu'il fallait qu'il soit pratiquement hyper dépendant, et ce que lui ne voulait pas du tout, pouvoir avoir accès aux soins palliatifs, et en espérant qu'il soit transportable à ce moment-là. Donc on a tout de suite dit, ben non, c'est pas possible pour nous. Et donc on a pris contact avec l'ADMD belge, l'association de l'ADMD, qui nous a dirigé assez rapidement vers le docteur Damas en Belgique, à Liège, qui est un des précurseurs de cette loi qui a 20 ans que la Belgique autorise l'euthanasie. Donc on peut se dire, bon, ça c'est une épreuve difficile, mais on l'a fait donc le 28 mars. Le 28 mars, on a fait notre premier voyage en Belgique. Il faut 2 jours pour y aller. C'est sûr qu'après, il faut avoir la force de pouvoir y aller. Mais bon, et c'était la crainte aussi de Guy de se dire, est-ce que je vais être obligé de revenir 3, 4 fois et dans quel état? Comment ça va se passer? Donc il nous a accueillis, je vous invite, il y a un documentaire qui est sur Arte, qui doit être toujours en replay et qui montre bien le dialogue tel qu'on a vécu. Et pour vous dire aussi qu'on est passé aussi par le service de Bordeaux, et on a vu la différence, franchement, entre l'écoute des médecins en France et l'écoute des médecins en Belgique. Franchement, le docteur Damas a été à notre écoute et franchement, on lui a expliqué la vie qu'on menait avant, la vie que Guy menait avant et la vie qu'il risquait d'avoir et que lui n'envisageait pas du tout d'aller jusqu'à ce terme, quoi. Donc il a assez rapidement dit, bah oui, en effet, pour ce type de maladie neurodégénérative, il nous a accordé le fait qu'il a fallu passer par un deuxième médecin. Et puis, il fallait aussi un dossier médical de notre médecin traitant qui attestait franchement la maladie. Il nous a demandé en plus, puisqu'on avait, Guy avait 3 enfants, d'avoir une vidéo aussi avec les enfants pour que derrière tout le monde soit d'accord, et son frère qui est là, qui aussi assiste à la vidéo pour dire, bon, oui, il n'y a pas de problème, nous, on sait très bien comment ça va se terminer. Donc il y avait un accord total et du médecin et des enfants pour que Guy décide. Mais au mois de mars, aucune date n'était fixée. On avait un accord de principe. Et après, c'était Guy qui décidait, toujours, de la date à laquelle il allait partir. Et en plus, au moment où il demandait à aller partir, il y avait de nouveau une vidéo qui se faisait avec le médecin, en voyant dans quel état il était. Et puis, bon, il avait perdu l'usage de ses jambes, l'usage de ses bras. Il commençait à avoir des difficultés d'élocution et de déglutition. Donc bon, il a vite admis et le diagnostic la date a été fixée. Elle a été fixée au 29 août dernier. Et bon, voilà. Donc, mais ce que je veux dire, et en effet, c'est ce que je souhaite par rapport à la loi qui pourrait évoluer, c'est que ça a été un soulagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il nous a dit oui, ça a été, comme on le voit d'ailleurs dans le documentaire sur Arte, là, un sourire de soulagement en nous disant, mais voilà, je ne sais pas demain, je vais profiter encore tant que je peux, mais si à un moment j'en peux plus, voilà, et pour lui, arrivé au mois d'août, c'était enfermé, comme ce qu'il disait clairement, je suis dans une cabine de zone de force et je ne peux plus bouger. Donc il était allongé et puis plus moyen de se gratter, d'évacuer une bouche, enfin des choses qui pour nous semblent complètement banales, mais pour lui c'était devenu un supplice, quoi. Donc de vivre dans un corps qu'il ne maîtrisait plus, sur lequel il n'y avait plus du tout d'autonomie. Donc à partir du moment où il a senti qu'il allait perdre sa voix, il a décidé de fixer son départ, et puis ses 3 enfants, leur conjoint, et puis son frère, et puis son épouse, on a fait le voyage pour aller en Belgique, et donc il est parti sereinement, en souriant, en plaisantant, en disant ouais, voilà, bon, je vous laisse, il faut que je parte dans un quart d'heure, j'ai un pot d'accueil avec 2 copines qu'on avait perdues précédemment d'un concert. Donc il est parti,
Et voilà, donc en remerciant plusieurs fois le docteur Navas qui a fait l'injection. Et je me dis, donc à partir de ce moment-là, moi il a fallu que je reste plusieurs jours en attendant qu'il soit incinéré pour récupérer ses cendres. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai eu un peu ce sentiment de colère, de révolte, et de me dire mais qu'est-ce qui se passe? Alors pour la petite anecdote, 3 jours après avoir été au premier rendez-vous de Belgique, le 31 mars, M. Macron, qui était candidat à la présidence, est passé à Foura, où on habite, et est passé devant chez nous. Donc j'ai dit, bah, bon, c'est le moment jamais de l'interpeller. Donc on est parti avec notre fauteuil, qui a fait un peu Moïse par rapport à la foule qui était là. Et donc on l'a interpellé, il est arrivé vers nous, et puis bon, il était persuadé qu'il avait un handicap physique, etc. Et Guy a eu comme première parole de dire, bah, je suis triste de devoir quitter mon pays pour pouvoir mourir dignement ailleurs, et de partir à l'étranger pour pouvoir mourir dignement, et qu'en France on ne puisse pas le faire. Et bah, le président Macron s'est agenouillé, lui a pris les mains, donc vous avez peut-être vu la photo qui est un peu parue un peu partout, et qui lui a dit qu'en tant que candidat, il mettra en place ce qu'il a sans doute fait là actuellement. Donc il n'a pas choisi de modèle, là, évidemment, il n'a pas été dire qu'il était favorable à l'euthanasie ou à un suicide assisté, il ne s'est pas mouillé là-dessus, je pense qu'il ne le fera jamais. D'ailleurs, bon, il s'est un peu dédié d'ailleurs entre-temps, parce qu'après son voyage avec le pape François, où il s'est fait un peu taper sur les doigts, il a un peu tergiversé sur cet aspect. Donc j'espère que moi je vous ferai le témoin, parce que je lui ai écrit après pour lui annoncer le décès de Guy. Il m'a répondu avec un courrier très personnel en me disant qu'il n'oubliait pas Guy. Donc j'espère que quand il prendra sa décision des conclusions de la convention collective, il ne l'aura pas oublié. En tout cas, je le lui remémorerai. Voilà, donc moi à l'époque, quand je me suis engagé après, je me dis mais c'est pas possible. Je sais qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui passent par an sur les soins palliatifs. Et je me dis, il y a à peine moins d'une centaine de personnes qui vont en Belgique pour se faire euthanasier. Donc quelle souffrance pour les gens qui doivent aller jusqu'au bout sans aide autre que des soins palliatifs, et encore si tout le monde y a accès, ce qui n'est sans doute pas le cas. Et puis c'est vrai qu'on a un tabou sur la mort en France. C'est des choses sur lesquelles on n'anticipe pas et sur lesquelles ça fait peur, c'est évident. Et puis quelle souffrance aussi pour les aidants et puis la famille qui entoure tous ces malades, qui doivent vivre souvent des jours et des jours de détresse et de malheur, de voir la personne chérie petit à petit se diminuer. Donc ça a été un peu mon combat en me disant il faut que ça évolue en France, quoi. C'est quand même inconcevable d'avoir peut-être le seul pays à avoir une telle loi, de laisser mourir dans le monde, et peut-être d'avoir autant de pays qui nous entourent, autrement plus religieux que nous. On parle souvent du poids de la religion en France, mais l'Espagne, le Portugal, l'Italie sont des pays qui sont aussi religieux, beaucoup plus religieux que nous, et qui ont évolué beaucoup plus vite que nous, avec, semble-t-il, moins de difficultés. Donc on est dans un pays très conservateur. On a vu sur d'autres débats avant, sur lequel derrière l'IVG, la peine de mort et puis le mariage pour tous ont fait des crispations, et que maintenant aucun politique, même candidat à la présidentielle, ne serait revenu dessus. Donc je pense qu'il faut avancer. Ma crainte, c'est que la loi soit un peu tronquée et que derrière, je sens bien par rapport aux médias qui m'ont interpellé que tout le monde se dirige petit à petit vers le suicide assisté, et que l'euthanasie, ça fait peur. Et ce qui déjà me contrarie, je vois bien, même au niveau des services de soins palliatifs, beaucoup de personnel soignants sont un peu réticents par rapport à cet aspect-là. Parce que, bon, il y a le terme de mettre la mort. Alors, il faut quand même expliquer que mettre la mort, c'est pas systématiquement... ça ne va pas être une obligation, comme ça a été pour le mariage pour tous. On n'obligeait pas les mères systématiquement à procéder à des mariages. On demandera aussi l'avis aux médecins s'ils veulent le faire ou s'ils ne veulent pas le faire. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça évoluera aussi, comme ça a évolué pour les lois belges, qui ont aussi eu des modifications petit à petit aussi depuis 20 ans, parce qu'il y avait des cas qui n'étaient pas prévus. Et puis évidemment, de développer au maximum les soins palliatifs.
Je pense que d'un service à l'autre, les procédures et l'empathie du médecin doit être différente d'un département à l'autre. Et que derrière, je pense qu'une formation adéquate à tout le personnel soignant sur cet aspect-là et sur cette frilosité qu'on a par rapport à la mort soit atténuée. Donc j'espère que ça va avancer. J'ai un peu peur du débat politique, parce que j'ai bien vu, M. Falorni, comment ça s'est passé quand vous avez essayé de passer votre loi l'année dernière, que derrière, bon, on aura le temps peut-être nécessaire d'évaluer, de prendre le temps il va y avoir énormément d'amendements qui vont s'opposer. Par contre, j'avais remarqué à l'époque que vous aviez fait une commission qui englobait quand même tous les partis politiques et toutes les couleurs politiques. Donc c'est plutôt encourageant. Et c'est plutôt encourageant que l'article 1 qui était passé avait été voté unanimement par ça. Donc après, je suis sûr qu'il va y avoir sûrement des tensions. Et c'est pour ça que je vous incite tous à communiquer autour de vous, à dire que bon, c'est un sujet sur lequel, évidemment, moi, je n'étais pas du tout concerné, sur lequel on vit notre petite vie tranquille, on ne pense pas systématiquement à ce qui se passe, mais c'est un sujet sur lequel il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous fassiez réfléchir votre entourage sur cette histoire de directive anticipée, sur cette histoire de dire, bon, mets-toi à la place, si jamais ton frère, ta mère, ton fils ou ta fille avait cette maladie-là, quelle serait ta position? Je pense que les réponses, des fois, on sait que 80% des Français sont favorables, mais voilà, donc il faut que ces 80% de Français favorables se retrouvent aussi dans l'Assemblée nationale, et que ce ne soit pas simplement un enjeu politique, mais vraiment une loi sociétale nouvelle. Et c'est ce que j'avais interpellé en disant, bon, Macron, s'il veut laisser une loi marquante, je pense que ce serait tout à son honneur de mettre cette loi en application. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage très fort, et très, très éclairant sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la réflexion philosophique, éthique, théorique, et puis il y a le quotidien, la réalité de la maladie et de ce que l'on peut être amené à subir. Alors, je vais avoir le très mauvais rôle d'ouvrir un débat qui doit se terminer à 20h. Donc je vais vous donner évidemment la parole en vous demandant de poser des questions de façon suffisamment brève pour que nos intervenantes puissent y répondre de façon tout aussi brève, parce qu'elles ont évoqué beaucoup d'aspects, mais il y a sans doute d'autres aspects que vous souhaitez aborder. Donc je vais vraiment, pardonnez-moi, être un peu directif en vous demandant des questions rapides et des réponses rapides, parce que nous devons libérer la salle dans 30 minutes. Alors, on va commencer. Oui, madame. Bonsoir. J'aimerais poser une question à Elsa. Dans le cadre de l'hôpital, quand vous êtes amené à consulter les malades, vous discutez de la fin de vie, je suppose, un peu avec le personnel soignant. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, quoi? Alors, les médecins, je ne suis pas en contact avec eux. C'est organisé de cette manière-là dans le service dans lequel je suis. Il n'y a pas de... Moi, je ne fais pas partie de réunions de staff. Je sais que ça peut être le cas dans pour d'autres bénévoles dans d'autres services. Moi, c'est pas mon cas. Et je dois dire que les médecins s'intéressent peu, voire pas du tout, à l'activité de bénévolat d'accompagnement. Moi, je suis vraiment en contact avec les infirmiers et les aides-soignants. Et en fait, ils me disent que c'est très dur pour eux, qu'en fait, ils repartent le soir avec toute cette charge sur les épaules et qu'ils n'ont pas de lieu pour déposer ça. Encore une fois, je tiens vraiment à rappeler que ça, c'est le cas du service dans lequel je suis. Je pense qu'il existe des services d'oncologie où les soins palliatifs sont bien plus intégrés et où il y a certainement des lieux aussi pour que les soignants eux-mêmes puissent déposer ce qu'ils ont à déposer sur ça.
mais ils sont assez démunis en fait, parce qu'ils sont seuls face à cette prise en charge. Ils n'ont pas appris à le faire, tout simplement. Et en plus, la plupart du temps, ce sont des jeunes en fait. Hein. Ce sont vraiment essentiellement des jeunes femmes. Donc voilà, on imagine la difficulté pour elles d'être confrontées à ça. Et en fait, ce que je raconte aussi dans le livre, c'est qu'il y en a qui, beaucoup en fait, qui au bout de 2-3 ans partent pour aller dans des services où voilà, il y a moins cette confrontation avec la fin de vie, parce que effectivement, c'est ce défaut de prise en charge qui fait que c'est très difficile pour les équipes. Ouais. Madame. Merci d'abord à tous les intervenants. Je vais revenir sur une question plus terre à terre, sur la méthodologie de la Convention citoyenne, un petit peu comment elle est constituée, comment vont-ils travailler, est-ce qu'on peut croire en une modération et en l'objectivité des conclusions. Je vais essayer de répondre brièvement dans la mesure de ce que je sais. À leur demande, j'ai été reçu par le président du Conseil économique et social et par la présidente du comité de pilotage, Claire Toury, de cette convention citoyenne. Bon, il y a des choses... ils souhaitaient m'en informer. J'étais ravi de l'invitation et c'était plutôt un signe d'ouverture intéressant. Donc le but, c'est d'abord que cette convention citoyenne soit représentative. Donc 6 critères ont été établis sur le sexe, l'âge, la représentation territoriale, les catégories socio-professionnelles. Donc ces 150 personnes ont vocation à être un panel représentatif du pays sur les modalités d'une enquête d'opinion en fait. Hein. Ils ont travaillé sur les bases comme l'IFOP, comme les... Voilà. Donc ce panel a vocation à être une petite France. Ensuite, ils ont déterminé 3 périodes. Une période d'appropriation du sujet, une période de délibération et une période de formulation de l'avis. Donc ils se retrouveront, je crois, 7 ou 8 week-ends, pendant 7 ou 8 week-ends. Hein, ils commencent là cet après-midi jusqu'à dimanche. Et ensuite, il y aura encore plusieurs week-ends où ils seront réunis ensemble. Donc il y aura des garants, des personnes qui seront garants de l'objectivité des débats, de la pluralité des intervenants. Voilà, enfin, vous savez, moi je l'avais dit à l'époque, hein, j'avais dit la Convention citoyenne, pourquoi pas, mais à 2 conditions, que ça ne soit pas un alibi pour reporter dans 2 siècles, et que ça soit vraiment représentatif d'un avis dont on voit bien qu'il est quand même récurrent dans toutes les enquêtes d'opinion que l'on a pu avoir. Donc il y aura des auditions, il y aura peut-être des déplacements, mais ça n'est pas sûr. Et en tout cas, ils ont organisé les choses pour qu'il n'y ait pas de pression extérieure sur l'avis que pourrait formuler cette convention citoyenne. Voilà, alors donc, et ils m'ont dit, parce que je leur ai demandé, est-ce que à un moment les parlementaires seront sollicités. Donc ils m'ont dit qu'ils laissaient aussi une marge de manœuvre de la part des citoyens pour pouvoir décider eux-mêmes s'ils souhaitaient consulter des parlementaires qui auraient travaillé sur le sujet. Nous travaillons, comme je l'ai dit, en parallèle sur le sujet, puisque nous allons évaluer la loi. Voilà, donc j'ose espérer que ça sera un travail vraiment serein, apaisé et sans pression extérieure. Néanmoins, cet avis sera important.
Pour autant, toute convention citoyenne, aussi utile soit-elle, n'a pas vocation à représenter le Parlement. Ces 150 personnes ont été tirées au sort. Et elles étaient volontaires. Évidemment, il y a eu beaucoup de refus aussi, pour plein de raisons. Voilà. Mais donc, ils ont vocation à émettre un avis. Pour autant, le Parlement sera le seul habilité à pouvoir voter ce texte et même à s'en saisir si jamais le gouvernement ne devait pas le faire. Voilà. Donc moi, à titre personnel, je connaissais ma position, donc j'espère évidemment que la Convention citoyenne réponde de manière favorable à une évolution de la loi. Si c'est le cas, ça sera un atout considérable, évidemment, pour avancer et persuader le gouvernement de la nécessité. Si ça ne devait pas être le cas, j'en prendrai acte, ce qui serait contraire à l'avis des Français qui étaient mis dans les enquêtes d'opinion. Et là, je crois qu'à un moment, le Parlement aussi devra prendre ses responsabilités parce que c'est lui qui représente le peuple français dans toute sa diversité. Voilà ce que je peux vous dire, madame, sur la Convention citoyenne aujourd'hui. En tout cas, je n'en suis pas membre. Je ne sais pas si je serai auditionné. Mais ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, elle permette, en tout cas, aux citoyens de se saisir du sujet. Et ça a été aussi, effectivement, l'occasion pour nous aussi d'en débattre ici. Et je pense de tous apprendre des choses, à la fois sur l'aspect juridique, en France et à l'étranger, et sur les cas concrets que malheureusement beaucoup de nos concitoyens subissent. Alors, il y a madame qui avait... Oui, et puis on fera ma question est pour Pascal, si vous voulez bien. Dans le sens où vous avez dit que votre famille avait été sollicitée, que les enfants de votre conjoint, la vie des enfants de votre conjoint avait été demandée par le médecin, alors que la décision d'arrêter de vivre est strictement personnelle. Est-ce que si la famille s'oppose ou s'opposait, est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait refuser à la personne demandeuse d'arrêter sa vie ce suicide assisté ou cette euthanasie? Voilà. Bien. Donc, il a demandé l'avis des enfants, mais c'était un avis pour être sûr que tout le monde était bien d'accord, était bien informé. En fait, la condition par rapport au docteur Damas, c'est de dire je ne veux pas que vous sollicitiez une fin de vie et que votre entourage ne soit pas informé. Il voulait qu'il y ait un accord de toutes les personnes. Je ne pense pas que ça aurait évité la décision, sachant la maladie qu'il avait, ça n'avait pas évité. Mais on a anticipé quand même, malgré tout, cette chose, c'est-à-dire qu'on a bien pris l'avis de toute la famille autour pour savoir si tout le monde était d'accord à ce niveau-là, et y compris notre médecin. On a eu, entre guillemets, cette chance d'avoir une famille, des amis, un médecin généraliste qu'il aurait pu être très bien contre, et d'avoir aussi jusqu'au bout, puisqu'on avait eu un prêtre qui nous a fait une cérémonie religieuse et qui était d'accord, qui a rencontré Guy plusieurs fois avant son départ. Donc ça a été, on a eu cette chance. Donc c'est vrai que c'est pas sans doute possible pour beaucoup de familles, mais ça a été assez facile finalement. Et bon, la difficulté c'est le voyage et tout. Donc moi mon combat c'est de dire mais les malades qui sont actuels quelle difficulté, quelle cruauté il doit vivre, quoi. Donc je voudrais que désormais ce soit plus possible et facile en France. Bien sûr que Guy aurait préféré partir en France, chez lui, tranquillement, entouré de ses enfants, mais c'est évident. Mais oui, donc l'avis n'était pas primordial, hein. Donc il a juste demandé s'ils étaient d'accord, et puis on a fait une petite vidéo. En fait, c'était plus de l'information par rapport aux enfants pour dire comment ça allait se passer, et puis voilà, sachant qu'il a pu partir entouré du nombre de personnes qui voulaient. Hein. On aurait fait le 20, ils acceptaient qu'on se voit sans problème. Donc il y a eu un accueil très, très favorable et une écoute formidable en Belgique. Alors, il y a madame. Monsieur, parce que comme il a dit,
Je voudrais vous remercier pour les interventions que vous avez tous faites, tous les quatre. J'ai entendu surtout une plaidoirie pour une thèse que vous défendez, qui est très respectable. Il me semble aussi que ça aurait été intéressant de se dire que face aux gens qui ne sont pas d'accord avec vous, il y a aussi des gens très respectables qui ont aussi réfléchi à la question, pas seulement des gens qui vous traitent de nazis, ce qui est absolument insupportable. Et j'aurais aimé entendre ces objections et vos réponses. Et moi, je ne connais pas le sujet parfaitement, mais je voudrais vous proposer deux objections qui méritent peut-être d'être prises en compte. D'une part, moi j'ai peut-être une vision un peu pessimiste du genre humain, mais je crains qu'il puisse y avoir une sorte d'appel d'air des familles qui n'ont pas toujours, qui ont peut-être envie d'hériter assez rapidement, qui ne sont pas... j'ai aussi travaillé à l'hôpital, j'ai aussi connu ces situations, et je pense qu'effectivement, beaucoup de gens attendent que la personne décède. On vit en France dans une situation où tout le monde n'a pas une éthique parfaite. Donc je crains, cette loi peut être en isolant le malade, en n'allant plus le voir, en le mettant en situation de vouloir mourir, le mettre en situation de le demander. Ça me paraît être un risque qui mérite d'être pris en compte et qui ne doit pas susciter uniquement le sourire. Et le deuxième problème qui me semble important, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque que, puisqu'une loi d'euthanasie existe, qu'on reste très modéré sur les soins palliatifs en se disant mais de toute façon maintenant il y a une solution moins onéreuse. Est-ce que ces deux risques-là ne méritent pas d'être pris en compte? Merci. Et je vous remercie de ces questions parce que effectivement le but est tout le monde, évidemment la parole est libre, est ouverte. Et il y a eu des débats, d'ailleurs, auxquels je n'ai pas été convié, qui, effectivement, avaient une autre approche. Mais nous l'ouvrons à tous ceux qui veulent exprimer des doutes et des oppositions. Et j'ai toujours veillé, comme je l'ai dit, moi je ne prête aucune attention aux insultes et aux invectives, je prête toute mon attention à toutes les convictions et à toutes les argumentations. Et tout est entendable sur un débat aussi sensible, à condition que ça ne soit pas fait dans l'invective, dans l'insulte et dans le rejet de l'autre. Voilà, donc c'est un débat qui mérite l'écoute de tous. Il n'y a pas de vérité révélée, si j'ose dire, dans ce domaine. Et je me dépouille à chaque fois que je parle de ce sujet de toutes mes certitudes, même si j'ai des conditions. Madame. Je voudrais d'abord souligner que les premiers articles dans lesquels j'ai pu m'exprimer étaient tous dans la Croix. La Croix m'a consacré 3 articles. L'un, le premier, déformait certains de mes propos et qui était mis entre guillemets. Donc j'ai eu une discussion avec le journaliste très respectueuse et qui du coup m'a interviewé. Et nous avons eu vraiment un dialogue très respectueux l'un de l'autre. Donc en tout cas, vis-à-vis des croyants, je crois que la condition est remplie de ce respect qui peut être mutuel. En tout cas avec le journaliste de la Croix, c'est un excellent journal. Alors maintenant, sur le fait que certains pourraient provoquer l'isolement du malade pour pouvoir en hériter plus vite. Je crois vraiment que les médecins sont des professionnels qui font de leur mieux, y compris en Belgique et dans tous ces pays. Et que s'il y avait une pression de la famille, je pense qu'il la ressentirait. Pour compléter d'ailleurs ce que disait Pascal, en Belgique, c'est si le malade en est d'accord, que l'on interroge aussi les proches. Le souhait étant que ce soit le plus consensuel possible. Et par exemple, dans le cas que j'ai cité, où la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue, justement, la malade avait de très mauvaises relations avec ses enfants. Et donc, les médecins belges ont tenu à informer les enfants de l'euthanasie, mais on n'a pas fait obstacle
à ce qu'elle demandait au nom de l'opposition de ses enfants. En revanche, on a tenu à le bien faire. Quant aux soins palliatifs, j'espère vraiment que sera pris en compte l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur le développement des soins palliatifs et notamment sur les solutions très profondes, très fortes qu'il propose, qui consistent à revoir l'organisation des soins palliatifs en intégrant la culture palliative dans la formation initiale de tous les médecins et en proposant une formation continue aux médecins. Parce qu'on ne va pas pouvoir prélever des urgentistes aux urgences qui en manquent, des pédiatres au service pédiatrique qui en manquent. La seule solution, et je crois celle que préconise cet avis, c'est-à-dire de former les médecins, et il est dit sur tout le territoire, avec une politique délibérée. Je crois que c'est vraiment la solution et qu'il faut renforcer les soins palliatifs, mais considérablement. Moi, je ne fais pas d'opposition entre les uns et les autres. Je dis même qu'on ne peut obtenir une aide à mourir que si, je l'ai dit tout à l'heure, que si il est établi qu'on peut avoir accès aux soins palliatifs. Et donc, la carence de la France en matière de soins palliatifs aussi devra aussi être résorbée, en même temps que sera adoptée une loi sur l'aide à mourir. Mais comme l'a dit le CCNE, il n'est pas nécessaire d'une loi pour faire cela. Ce sont des réformes qui ne passent pas par la loi, mais des réformes effectivement nécessaires. Oui, et je rajouterai sur la question de l'héritage, la vieillesse n'étant pas une maladie, la demande d'aide active à mourir concerne, nous l'avons dit et je le redis, les malades atteints d'affections graves, incurables et dont l'impasse thérapeutique est prononcée. Donc, dont on connaît l'issue à moyen ou brève échéance, ou en tout cas dont l'irrémédiabilité de la maladie est attestée de façon médicale. Donc il ne s'agit pas en l'occurrence de dire papy ou mamie, voilà, ils ont 90 ans, on se débarrasse d'eux, parce que ça n'entre absolument pas dans le champ de détermination de conditions de la loi qui relèvent vraiment de conditions médicales extrêmement précises, définies par une collégialité médicale. Madame. Merci. Je voulais vous demander si vous aviez connaissance d'une position officielle du Conseil de l'Ordre des médecins, ayant vécu il y a 20 ans une euthanasie faite dans le plus grand secret par un médecin, auprès de quelqu'un qui m'était proche, et ayant perdu ma maman après une longue agonie en EHPAD, où le médecin a tout pouvoir sur l'EHPAD, le médecin attaché à l'EHPAD, et on s'est battu face au Conseil de l'Ordre pour faire reconnaître sa dignité, et le Conseil de l'Ordre a couvert le médecin sans que rien ne lui soit accordé. Sur l'EHPAD, c'est vrai que le médecin référent a tout pouvoir sur les fins de vie des gens. Je voulais savoir si le Conseil de l'Ordre s'était prononcé officiellement. Le Conseil de l'Ordre a toujours été opposé à toute aide active à mourir. Sa dernière position traduit une certaine nuance, car il vient d'indiquer que si une loi sur l'aide active à mourir devait être adoptée en France, en tout cas, il faudrait prévoir une clause de conscience pour les médecins, ce qui me paraît aller de soi. Quant aux euthanasies clandestines qui existaient et qui existent encore aujourd'hui, eh bien, je dirais qu'Olivier Falorni les a évoqués tout à l'heure en invoquant le principe d'égalité, parce qu'il est certain que si vous bénéficiez d'un réseau de gens qui savent comment vous aider, vous pourrez en bénéficier. Mais si vous êtes en EHPAD abandonné, enfin abandonné pas par la famille, mais vous n'avez plus un réseau médical pour vous aider, ça va être dur. On va prendre les dernières questions. On va en prendre plusieurs et puis comme ça on pourra conclure. Ça va être très vite fait. Je suis contente de ce que vous venez de dire, madame, parce que
Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer effectivement les soins palliatifs et l'aide à mourir. Je fais partie de l'ASP pour le développement de ces soins palliatifs. Je déplore beaucoup qu'en Charente-Maritime, il n'y en ait eu qu'une unité à Saintes d'un temps donné. Maintenant, il y en a une à Marlanges, où nous allons depuis septembre de l'année précédente. Et ce que je voudrais dire à Elsa qui accompagne à l'hôpital, moi ça fait 400 que j'accompagne, et entre l'hôpital et les lits identifiés soins palliatifs et puis l'unité de soins palliatifs, c'est vraiment pas deux mondes différents, parce que ce sont des soignants qui ont le même objectif, bien évidemment. Mais par exemple, à l'hôpital, on est un peu, comment dire, comme quantité négligeable, entre guillemets, pas dans tous les services. Alors qu'à Marlanges, on fait partie de l'équipe, on assiste au staff, on nous demande notre avis. Et quand même, il faut dire qu'il faut les développer, ces soins palliatifs, parce que jusqu'au bout de la vie, il peut y avoir des minutes très, très précieuses. Même si je respecte tout à fait qu'on demande la mort à un moment donné. C'est... oui, mais il faut vraiment le vivre pour le savoir, ça, par contre. Oui, quel que soit l'âge, d'ailleurs, de celui qui va mourir. Et même si c'est un sujet très, très épineux et où l'ambivalence est reine, je pense qu'il faut, oui, qu'on essaie de se comprendre, de se rejoindre. Mais je doute qu'avec l'état de l'hôpital, les unités de soins palliatifs progressent beaucoup, parce que là-bas, il y a beaucoup plus de soignants, l'équipe est double. Et on entend rire, et on entend chanter. C'est un peu comme à Gardanne, c'est quelque chose qui, on y va le cœur content, alors qu'à l'hôpital, on y va un peu l'estomac serré. Bah absolument. Ce que vous dites, je le partage totalement, et c'est pour ça que pour moi, il n'y a absolument aucune opposition entre soins palliatifs et l'aide qui va mourir. Je me suis franchement beaucoup battu pour qu'on ait cette unité de soins palliatifs. Beaucoup battu. Quand nous avons inauguré cette unité à Marlanges, j'étais très heureux et très ému qu'on puisse avoir ce cadre offert aux malades en fin de vie. Donc vraiment, et puis j'ai une admiration folle pour les soignants en soins palliatifs. Simplement, je crois qu'il faut aussi pouvoir entendre qu'à un moment, les soignants en soins palliatifs sont eux-mêmes impuissants par rapport à certaines situations. Parfois, peut-être rares, mais ils sont impuissants. Et face à ces situations-là, il faut que l'on puisse offrir une alternative pour pouvoir remédier à des situations qui sont insupportables. Et ça n'est en aucun cas remettre la compétence ou l'intérêt des soins palliatifs, en aucun cas. En aucun cas. On va prendre juste les dernières interventions. Oui, il y a madame qui demande la parole depuis longtemps. Juste une petite remarque, je suis médecin généraliste et j'ai une approche personnelle qui cautionne tout à fait tous vos discours, donc je vous remercie. Il me semble qu'en ce qui concerne l'idéologie conservatrice du Conseil de l'Ordre, il n'est pas exclu du tout qu'elle évolue très rapidement et très favorablement dès l'instant où ce sera dépénalisé. Je ne suis pas sûr que ce soit que idéologique. Il y a une dimension juridique dans la réserve exprimée, peut-être pas par le Conseil de l'Ordre, mais par les enquêtes qu'on peut faire auprès des médecins eux-mêmes. Alors, je partage cette opinion. Vous savez, depuis que je suis dans ce sujet, je mesure certains parallèles avec la situation avant 1974 sur la question d'interruption volontaire de grossesse. Le Conseil de l'Ordre était totalement opposé à l'IVG en 1974. Totalement opposé. Aujourd'hui, le Conseil de l'Ordre, évidemment, ne remet nullement en cause le droit à l'IVG. Donc on voit bien que, voilà, avec quand le pouvoir politique prend ses responsabilités et que l'opinion publique est en phase avec ses décisions, et bien ensuite, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de remise en cause de ces acquis-là. On a eu un débat sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, au-delà de l'opportunité ou pas de le faire. On a vu que personne n'osait aujourd'hui remettre ce sujet en question, alors que quand vous lisez le compte-rendu des débats à l'Assemblée nationale, la pauvre Simone Veil, franchement, être accusé d'envoyer des embryons au four crématoire
quand on est rescapé d'Auschwitz, je peux vous dire que, eh ben voilà, aujourd'hui, on a su faire de ce droit quelque chose non pas d'incontesté, parce qu'on a encore des contestes, mais qui n'est pas remis en cause publiquement au sein du Parlement aujourd'hui. Après, aucun droit n'est jamais acquis dans ce pays comme ailleurs. Madame. Oui, je voulais simplement vous demander comment allait se passer l'évaluation de la loi Claes-Leonetti. Alors, donc nous allons... l'Assemblée nationale a mandaté une mission parlementaire de 19 députés, dont je suis le président, et qui va justement reprendre l'ensemble de la loi, des 14 articles de loi, et en évaluant sur le plan réglementaire, sur le plan médical, comment cela fonctionne, si c'est appliqué, si c'est applicable, quelles sont les failles, quelles ont été les avancées. On va aborder la question des directives anticipées parce que il y a à la fois une ambiguïté encore sur les directives anticipées, qui sont très méconnues, connues par peu de personnes, et je ne sais plus qui le disait, c'est vrai qu'il n'y a pas de communication. Je crois qu'à un moment, il faudra peut-être dire aux médecins traitants d'avoir une information, après évidemment pas obligé, mais de dire à leurs patients, vous pouvez faire des directives anticipées, par exemple. Mais il y a la question de l'opposabilité des directives anticipées. C'est-à-dire que dans la loi Claes-Leonetti, il y a une marge de manœuvre laissée aux médecins qui peut s'opposer aux directives anticipées si elles sont manifestement inappropriées. Et ce qui peut entraîner un refus, par exemple, d'une sédation profonde et continue. Et le Conseil constitutionnel a été saisi il y a quelque temps, en tout cas a rendu un avis suite à une question prioritaire de constitutionnalité sur la question des directives anticipées. Dans une situation assez originale et vraiment presque inédite, d'une personne qui, dans ces directives anticipées, c'est assez rare, mais la preuve que ça existe, avait dit « moi je veux vivre jusqu'au bout et quelles qu'en soient les conditions ». Donc de ne pas bénéficier d'une sédation profonde et continue, mais d'aller jusqu'au bout, avis éminemment respectable et qui repose sur la liberté de conscience que je défends et évidemment le droit de disposer de son corps et de sa mort. Le collège médical a estimé que sa situation, si elle n'entraînait pas une sédation profonde et continue, relèverait de l'obstination déraisonnable. Et donc a prononcé, la nécessité d'une sédation profonde et continue. D'où cette opposition entre une volonté du malade qui, pour le coup, ne souhaitait pas une aide, quelle qu'elle soit, et les médecins qui disaient « mais si on ne fait pas ça, on est dans l'obstination déraisonnable », ce qui est dans le cadre de la loi, c'est-à-dire la loi dit l'obstination déraisonnable doit être prohibée. Et donc le Conseil constitutionnel a donné raison en quelque sorte au collège médical parce que la loi précise bien que les médecins peuvent estimer manifestement inappropriée la demande anticipée du malade. Voilà, j'ai résumé à grands traits la situation, mais vous voyez bien qu'on est encore dans une volonté du malade qui peut être exprimée par avance, mais qui n'est pas forcément suivie totalement, parce que le collège médical peut, à un moment ou à un autre, estimer que ça ne correspond pas aux besoins du malade ou de sa situation médicale. Il me provoque sur le terrain juridique. Moi, je pense que le Conseil constitutionnel a bien fait. Parce que, imaginez que et ça existe, des intégristes fassent tous ces directives anticipées, en demandant tous de n'être jamais débranchés, même quand, et c'était le cas de l'espèce, l'encéphalogramme était plat depuis un certain nombre de mois. Eh bien, à terme, nous aurons tous nos services de réanimation
encombré de cadavres, en fait, de gens avec des encéphalogrammes plats, et qu'il faudra ne pas pouvoir débrancher. Alors je crois vraiment, si j'avais été membre du Conseil constitutionnel à ce moment-là, j'aurais dit la même chose, qu'il faut maintenir cette nuance. En revanche, ce n'est que lorsqu'une loi permettra l'aide active à mourir que vous pourrez faire des directives anticipées dans lesquelles vous direz, et en cas d'accident, je souhaite bénéficier d'une aide médicale à mourir. Car actuellement, c'est interdit. Ce n'est pas la peine de l'inscrire dans les directives anticipées, c'est interdit. Donc il faudra aussi une loi qui parle des directives anticipées. Mais je défends quand même la position du Conseil constitutionnel dans ce cas-là. Je ne la remettais pas du tout en cause. Vous l'avez bien compris. En tant que législateur, je ne peux pas me permettre de mettre en cause le Conseil constitutionnel. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je tiens vraiment à vous remercier de la qualité de votre écoute. J'espère que cette soirée sur un sujet difficile mais important, et qui n'est pas un sujet, souvent j'entends dire c'est morbide. Parler de la mort, c'est parler de la vie, et c'est profiter peut-être encore plus de la vie. Donc ce que je vous souhaite... Ah oui, j'ai une dernière intervention, parce que je vois Jean-Pierre Catala, qui... nous sommes aujourd'hui le 9 décembre, c'est-à-dire aussi la journée nationale de la laïcité, puisque dans le cadre de la loi contre le séparatisme, nous avons voté une journée nationale de la laïcité. Et ce sujet de la fin de vie est éminemment aussi un sujet de laïcité. Et Jean-Pierre, au nom du comité Laïcité République, qui est engagé sur le sujet de la fin de vie, souhaite nous dire un mot avant que vous ne partiez. Et je vous invite, pour ceux et celles qui le souhaiteraient, vraiment de lire les deux ouvrages, L'ultime demande et À vous, je peux le dire, de nos deux auteurs ici présents. Jean-Pierre, rapidement. Merci Olivier. Un micro. Oui, mais ma voix porte, ça va. Parce qu'on peut avoir un micro, mais si on est trop loin, on ne l'entend pas. Et quand on a une voix qui porte, je ne voulais pas parler d'organes, mais je dis quand on a une voix qui porte, on m'entend dans la salle. Merci surtout pour ce sujet, qui est un sujet que le comité Laïcité République connaît bien, puisqu'avec notre ancien ami Henri Caillavet, on a travaillé souvent sur ces questions. Simplement, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, ça fait 117 ans que la loi du 9 décembre 1905 a été la loi de la séparation des églises et de l'État. Et qu'on a cette chance d'avoir une loi sur la laïcité, car la laïcité est le 4e pilier de la République. Liberté, égalité, fraternité, oui, mais laïcité. Pourquoi? Parce que dans son article 1er, elle assure la liberté de conscience. Et si vous avez votre liberté de conscience et votre liberté de choix, vous pouvez faire le choix de pouvoir mourir dans la dignité si vous le souhaitez. Et à ce titre-là, demain après-midi, à l'amphithéâtre Michel Crépeau, à l'Université de La Rochelle, le comité Laïcité République de Charente-Maritime organise un colloque qui traitera de 3 thèmes. L'un sur la neutralité du sport au niveau des Jeux Olympiques face à la montée de l'islamisme. Le deuxième sur les enjeux laïques en Europe. Et le troisième sur le combat et les enjeux laïques du XXIe siècle pour le respect de la personne. Voilà, et merci de m'avoir laissé la parole pour indiquer la conférence de demain après-midi. Avec plaisir. Tous ceux qui s'intéressent à la laïcité, demain après-midi, donc à l'amphithéâtre de Michel Crépeau à l'Université de La Rochelle. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.